Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. En marge du sommet du G5 Sahel tenu en N'Djamena, le président du Faso, Michel Kafando, a eu des rencontres bilatérales qui lui ont permis de discuter des moyens de lutter contre le terrorisme dans la sous-région et de l'organisation des élections au Burkina. Et à propos des élections du 29 novembre prochain, 3 organisations ont épluché les programmes des candidats à la présidentielle pour mesurer la place qu'ils accordent à la santé. Elles estiment qu'un effort a été fait, mais reste insuffisant. Les chèques impayés au Trésor s'élèvent à environ 40 milliards de francs CFA et l'enquête parlementaire qui s'est penchée sur le phénomène a mis en nu des complicités au sein de l'administration financière. Le ministre de l'économie et des finances est notre invité. À N'Djamena, où il a participé au 2e sommet du G5 Sahel, le président du Faso a eu, à marge de la conférence, des rencontres avec des personnalités présentes dans la capitale tchadienne. Les discussions ont porté sur la sécurité sous-régionale et sur l'organisation d'élections au Burkina. Reportage Mamadou Dabiré, Ernest Kambiré, nos envoyés spéciaux. La situation sécuritaire régionale était également au centre des 2 audiences que le président du Faso, Michel Kafando, a accordées aux 2 émissaires en marge du sommet. Avec le chargé d'affaires du Luxembourg au Burkina, il a surtout été question des élections législatives et présidentielles qui se profilent à l'horizon. Donc nous avons eu l'occasion d'échanger un tout petit peu sur la manière dont se font les préparatifs et la confiance que nous avons de notre côté que tous les préparatifs semblent aller vers une bonne organisation. Le Luxembourg assure actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne et le diplomate luxembourgeois a émis le souhait que les élections du 29 novembre prochain se déroulent dans la paix et la quiétude. Avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel, les échanges avec le président du Faso ont porté sur les efforts des pays du G5 Sahel en matière de sécurisation des populations. Il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites qui, à mon avis, aideront cette région du Sahel à confronter les défis qu'elle a en face d'elle. Tout en condamnant l'attaque de Bamako, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a invité les États membres de la région au démantèlement des différents réseaux terroristes et à trouver d'autres moyens que des moyens militaires pour contrecarrer la menace terroriste dans la région. La veille du sommet, les chefs d'État du G5 Sahel et tous les invités à la rencontre ont eu droit à un buffet offert par le président Idriss Déby, président hôte du sommet. Buffet au cours duquel les invités ont pu admirer et découvrir quelques facettes de la culture tchadienne. Le programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT a permis de réaliser un collège d'enseignement général pour la ville de Dori, infrastructure scolaire que le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a visité lors de son séjour dans le Sahel. Le chef du gouvernement a rendu également une visite aux réfugiés maliens de Goudewo. Ces réfugiés ont été félicités pour leur parfaite intégration dans le milieu d'accueil. Arthur Ouedraogo, Marguerite Douanio. Les élèves de cette école primaire n'auront plus à parcourir 7 km à pied pour poursuivre le secondaire à Dori. Le programme socio-économique d'urgence de la transition offre un collège d'enseignement général au village. Les premières classes déjà achevées ont été visitées par le chef du gouvernement le 18 novembre dernier. Nous pensons que désormais, ces enfants qui auront la possibilité de faire le collège dans leur village, en tout cas vont réussir. Et cela, c'est une satisfaction pour chacun de nous au niveau du gouvernement de transition. Les responsables du chantier avouent avoir mis les bouchées doubles pour respecter les délais. Il y a 4 sites, donc il y a des sites au moins 150 km de Dori et j'ai tout fait et tous les ouvrages sont finis. Le Premier ministre a invité les parents à maintenir les élèves à l'école, surtout les filles, pour leur garantir un avenir meilleur. Après quoi, Yacouba Isaac Zida, accompagné des membres de son gouvernement, ont mis le cap sur le camp des réfugiés maliens de Goudébou, à 15 km de Dori, sur l'axe Dori-Gorom-Gorom. Là, le chef du gouvernement a constaté les efforts fournis depuis 2012 par le gouvernement burkinabé et les ONG, notamment le CONAREF et le HCR, pour l'accueil et l'installation des réfugiés maliens. Ce sont donc des réfugiés très intégrés dans leur milieu de vie qui ont tenu à remercier l'État burkinabé pour son hospitalité et pour tout ce qui est fait par les partenaires pour leur faciliter la vie au quotidien. Ils ont invité le Premier ministre et sa délégation à découvrir les activités menées par eux dans le camp.
Dans une semaine, jour pour jour, les Burkinabés iront aux urnes pour désigner leurs députés et choisir un nouveau locataire de Kosiam. Les programmes des candidats à la présidentielle ont été passés au crible par le RAM, le SPONG et l'ONG ASMAD. Ces trois organisations ont voulu mesurer l'importance des questions de santé dans les différents projets. Un effort a été fait, mais il demeure insuffisant. Saratou Sissé, Nyarkiteda. Les programmes des candidats à l'élection présidentielle 2015 sont passés en revue à ces face-à-face entre le réseau Accès aux médicaments essentiels et les hommes des médias. Il s'agit notamment du volet santé. Ce volet, selon les conférenciers, regorge de beaucoup de faiblesses. C'est essentiellement donc, les questions donc, de corruption. Nous avons donc noté ça dans la synthèse. Il y a également la question de la santé des jeunes et des adolescents qui a été, pour la plupart, oublié ou s'il n'a pas été bien pris en compte. Troisième élément, il y a donc des personnes vulnérables ou des indigents donc, dans notre société qu'il faudra aussi prendre en compte. L'insuffisance des propositions de financement a été aussi évoquée dans l'analyse. L'analyse a fait également ressortir des propositions surréalistes. Par contre, les organisateurs de ce point de presse sont unanimes sur les propositions faites quant au renforcement des infrastructures sanitaires, mais aussi et surtout la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi qu'à l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Les premières assises nationales des jeunes économistes du Burkina se sont tenues ce week-end à Ouagadougou. Ces assises avaient pour objectif d'inciter les jeunes à participer à la vie économique, politique et sociale de leur pays. Le thème de la rencontre était « Les défis économiques du renouveau démocratique au Burkina, contribution de la jeunesse à la réflexion sur l'agenda post-transition ». Mokhtar Ouedraogo, Mounira Kiri. C'est la première édition des Assises nationales des jeunes économistes du Burkina. Une initiative de l'ANGE-BF, l'Association nationale des jeunes économistes, en vue d'offrir aux jeunes un cadre de chance sur les questions économiques. Par ces assises, l'ANGE entend inciter la jeunesse à participer activement à la construction d'un Burkina prospère. Nous avons pensé, après les événements qui ont eu lieu au Burkina Faso le 30 et 31 octobre passé, qu'il était nécessaire d'offrir un cadre de réflexion à la jeunesse burkinabé pour faire des propositions effectivement par rapport à leurs aspirations, à une meilleure prise en compte donc, de leurs aspirations dans les politiques du Burkina Faso. 2 jours durant, ces économistes vont échanger autour du thème « Les défis économiques du renouveau démocratique du Burkina Faso, contribution de la jeunesse à la réflexion sur l'agenda post-transition ». Les débats de 2 jours porteront en tout cas sur les défis économiques futurs qui permettront en tout cas de voir comment on pourra mieux se positionner pour les 5 ans à venir. Et c'est l'intérêt également qu'on ait associé à ce panel des représentants d'autres pays. Et je souhaite vraiment que ces 2 jours de réflexion puissent permettre en tout cas à tous ces jeunes économistes du Burkina Faso de faire des propositions fortes. L'ANGE-BF a été créée en 2011 avec pour objectif de stimuler la jeunesse burkinabé dans les domaines de la recherche et de l'innovation économique. Elle est membre de la Fédération des associations des jeunes économistes de l'Afrique de l'Ouest. La 18e conférence annuelle des services du Trésor s'est achevée hier après avoir planché autour de la gestion financière et comptable des missions diplomatiques et consulaires du Burkina. Les cadres du Trésor ont adopté des recommandations relatives à l'utilisation des moyens modernes de paiement, à la tenue de la comptabilité des postes à l'étranger et au renforcement des capacités du personnel. Nongba Kouda Abdoulaye Zongo. La gestion financière et comptable, cette thématique longuement discutée, a débouché sur des résolutions, des recommandations qui recherchent l'efficacité et l'adaptation des services du Trésor et de la comptabilité. Nous nous engageons résolument à nous tourner vers l'utilisation des moyens modernes de paiement, vers également l'utilisation des moyens modernes de tenue de la comptabilité des postes à l'étranger. En fait, il nous revient, nous, de nous adapter au système dans des grands pays comme les États-Unis ou la France où nous sommes. Donc, il nous revient donc de nous adapter pour être véritablement efficaces et également en conformité avec les moyens modernes qui sont utilisés à ce niveau. Donc, cela va nous amener à retoucher un peu notre réglementation pour être en phase avec les pays dans lesquels nous avons donc des postes comptables qui fonctionnent. Cette conférence annuelle des services du Trésor, ponctuée également d'échanges et de communication, vise globalement la transparence et l'épanouissement du personnel.
Restons toujours au ministère de l'économie et des finances et nous recevons le ministre Jean-Gustave Salon. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Bazier. Alors, monsieur le ministre, vous êtes venu ce soir nous parler de la situation des chèques impayés au Trésor. Et la situation est allée de mal en pis, si j'ose dire, puisque au mois de février, on parlait de 26 milliards. Aujourd'hui, c'est 40 milliards. Quelle est la situation actuelle de ces chèques impayés? Merci, monsieur Bazier. Donc, s'agissant de la situation des chèques impayés, ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas né maintenant. C'est un phénomène qui date depuis les années 2006-2007. Déjà en 2009, on avait un stock de chèques impayés d'environ 6 milliards. Le montant a quasiment doublé, donc 2 ans après, en 2011. Et par rapport donc, à cette date de référence en 2013, le montant était de 21 millions. Il avait plus que triplé. Et lorsque nous avons fait la communication orale donc en Conseil de ministres, c'est parce que nous avons justement vu qu'il y avait un montant très élevé qui était autour donc, de 26 milliards, mais c'était un montant arrêté à la date du 31 décembre 2014. C'est-à-dire donc à la date où nous présentions la situation, elle avait déjà évolué. Voilà, elle avait déjà évolué, mais toujours est-il que nous ne sommes pas restés passifs par rapport à cette situation. Vous avez vu, bon, il y a eu la publication des listes, mais il y a eu également d'autres actions qui ont permis aujourd'hui d'éradiquer totalement le phénomène. Est-ce que quand vous avez publié les listes, les mauvais payeurs se sont empressés de venir et en tout cas payer leur dû? Bon, le résultat a été très mitigé en ce sens que bon, il y a très peu qui sont venus spontanément régler leur situation, mais ceux qui ont en tout cas émis ces chèques-là de manière délibérée ont continué. Alors, l'enquête parlementaire sur la fraude et l'impunité fiscale a mis en nu des complicités au sein de l'administration financière et pour donc, en tout cas pour que ces chèques-là puissent prospérer. Alors, quel dispositif vous allez mettre en place pour que ce phénomène-là, en tout cas, puisse avoir une fin, pour que ça puisse s'arrêter maintenant? Bon, en ce qui concerne donc les complicités, des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités et ceux qui sont rendus complices de cette situation vont être sanctionnés conformément en tout cas aux dispositions prévues en la matière. Maintenant, je disais tantôt que le phénomène est éradiqué. Pourquoi il est éradiqué? Parce qu'en fait, les gens profitaient du circuit. Le circuit, il était relativement long, puisque le receveur des administrations financières, que ce soit à la douane, aux impôts ou au trésor, recevait un chèque en paiement d'impôts ou de taxes. Maintenant, il envoyait ce chèque à son comptable de rattachement, qui lui ensuite envoyait à l'agent comptable du trésor, donc il procédait à la compensation. Donc c'est ce circuit que les gens ont exploité. Il suffit seulement que bon, dès le départ, la personne garde le chèque à la demande donc de l'usager, du contribuable. Bon, et puis celui-ci, bon, qui est quitte donc vis-à-vis de l'administration, fait les formalités qu'il veut ou bien enlève les marchandises s'il s'agit de douane, ou bien bon, il a une quittance des impôts, etc. Et maintenant, lorsqu'on présente le chèque 3, 4, 5 mois après, bon, il n'y a plus de provision, et puis bon, ça reste un chèque impayé. Ce que nous avons fait comme solution, donc c'est dorénavant, tous les receveurs des administrations financières ont un compte, voilà, dans toutes les banques commerciales du Burkina. Donc, ils vont payer d'abord. Donc, l'encaissement est immédiat et c'est à l'issue donc de cela qu'ils présentent la preuve du paiement et maintenant, bon, ils peuvent remplir les formalités au niveau des administrations en cause. Alors, ce mécanisme d'encaissement des chèques qui a été instauré, vous avez parlé de compte bancaire pour encaissement des chèques émis par les contribuables. Est-ce que ce système est fiable? Est-ce qu'il peut empêcher que d'autres chèques impayés arrivent chez vous? Le système est fiable, rigoureusement fiable. Il ne peut plus y avoir de chèques impayés, puisque vous partez avec votre chèque voilà, sur la banque où vous tirez, voilà, la banque qui est tirée. Donc le banquier, il encaisse. Et il vous donne un document qui prouve que vous avez versé la somme. C'est à ce moment que le trésor, la douane ou bien les impôts vous délivrent une quittance. Il n'y a plus de possibilité d'émettre des chèques impayés au profit de l'administration au Burkina Faso. C'est fini. Alors, comment vous allez faire et quel mécanisme vous allez mettre en place pour récupérer, s'il y a lieu de le faire, les 40 milliards qui sont dans la nature? Bon, il s'agit de 37 milliards 7. Bon, nous sommes en train de mener des actions et ces actions sont en cours depuis le mois de février puisque le gouvernement nous avait instruit donc, de travailler à éradiquer le phénomène et à recouvrer donc, le passif. Mais il faut dire que c'est très difficile vu l'ancienneté de certains chèques. Donc les adresses ont changé, nous ne trouvons pas certains émetteurs. Bon,
En tout cas, nous sommes en train de... Vous allez passer par perte et profit? Non, nous sommes en train, en tout cas, de passer par la voie judiciaire, donc à travers l'agent judiciaire du Trésor. C'est lent, mais je pense que ça va pouvoir apporter des fruits. Mais il serait illusoire de penser qu'on va tout recouvrer, puisqu'il y en a même qui n'existent plus pour plusieurs raisons, soit par la mort ou la faillite, etc. Mais nous allons essayer en tout cas de recouvrir le maximum par cette voie. Et d'ores et déjà, il y a des poursuites qui sont engagées, soit par l'AJT lui-même ou à travers le système judiciaire du pays. Alors, monsieur le ministre, les contribuables ont parlé de ces chèques impayés, mais ils disent également que l'État les doit de l'argent au titre de la dette intérieure que vous ne réglez pas. Quand est-ce que vous allez apurer cette dette intérieure? Bon, la notion de dette intérieure est vaste. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a effectué une prestation ou bien a fourni un service à l'État et qui n'est pas payé, bon, c'est la dette intérieure. Mais c'est des dettes qui peuvent se retrouver au niveau des ministères, au niveau des DAF, etc. Mais s'agissant de ce qui a été engagé liquide ordonnancé, qui se trouve au Trésor, donc comme instance de paiement, donc à la date, à ma prise de service, il y avait environ 300 milliards au titre de 2014 qui ont été entièrement réglés. Entièrement réglés, j'insiste, entièrement réglés aux alentours du mois d'août. Maintenant, en ce qui concerne l'année courante, nous nous étions inscrits dans la perspective de régler au plus tard, en tout cas le mois suivant, les dépenses qui arriveraient à leur terme au niveau du Trésor. Malheureusement, vous avez suivi avec nous les contre-coups de la situation socio-politique, donc qui a amené l'administration à ne pas encaisser aucun franc pendant 2 semaines. Donc ceci a pu freiner un peu notre élan, mais nous pensons qu'au soir de la transition, on aura payé le maximum. Alors, monsieur le ministre, pour clore cet entretien, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui sont tentées encore d'émettre des chèques impayés? Bon, ceux qui émettent des chèques impayés font du tort à toute la société. Et pourquoi? C'est désolant d'aller dans un magasin ou un restaurant, voir affiché et nous n'acceptons pas les chèques. C'est écrit. Alors que le chèque est un instrument de paiement qui est légal, donc qui a beaucoup d'avantages par rapport à la manipulation des espèces. Donc c'est des comportements de cette nature-là qui ont amené. Ce n'est pas l'État seulement qui est victime des chèques impayés. Vous partez dans des magasins, c'est écrit en gras et que nous n'acceptons pas de chèques. Alors, comme si le chèque n'était pas un moyen normal, un moyen légal de paiement. Je pense que nous devons nous ressaisir pour vraiment redonner au chèque toute la confiance. Alors, ça permet donc de sécuriser les transactions et d'assurer la célérité également dans les transactions. Voilà, merci à M. Jean-Gustave Sanon, ministre de l'Économie et des Finances, qui est venu ce soir nous parler de la situation des chèques impayés au Trésor. Merci, M. le ministre. Restez avec nous pour la suite du journal. Une conférence publique sur l'équation enseignement-emploi a été organisée par la Direction générale de l'économie et de la planification. Elle a réuni plusieurs acteurs qui se sont penchés sur la problématique. Elle devrait déboucher sur des propositions de solutions et sur la prise de recommandations pour le développement du Burkina. Jérémy Ouedraogo, Nyarkiteda. Un cadre d'échange pour résoudre les problèmes d'employabilité des jeunes et plus particulièrement ceux issus des systèmes d'enseignement au Burkina. Il s'agit de trouver des solutions à l'épineuse question de l'emploi des jeunes. L'objectif est de permettre à une pluralité d'acteurs d'échanger en vue de trouver des solutions pour résoudre les questions d'enseignement et d'emploi au Burkina. Pour le professeur Jean-François Kobiané, le taux de chômage est plus élevé pour les personnes les plus instruites. Il faut revoir le contenu des curricula, il faut revoir l'offre de formation pour l'adapter aux besoins de l'économie, mais il y a aussi véritablement un problème aussi de création d'emplois par l'économie, un problème de diversification de notre économie. Cette conférence marque le début d'une série pour trouver des solutions idoines pour le développement véritable du Burkina, à en croire Amina Bila Bambara, ministre délégué chargé du budget, et d'insister sur la future institutionnalisation de ce cadre. Issus de plusieurs universités et écoles supérieures du Burkina ont pris part à une compétition dénommée African Model United Nations. Cette compétition vise à mettre ces futurs dirigeants en phase avec les réalités de la diplomatie et des relations internationales. Cette simulation permet à des étudiants de représenter les États dans les différents organes des Nations Unies et de défendre leurs idées. Paul-David Bambara, Moumouni Soubega. African Model United Nations est un programme d'apprentissage et une plateforme d'information sur les politiques du monde du système des Nations Unies. Le programme donne l'opportunité aux étudiants d'apprendre comment défendre les dossiers des États. Au Burkina Faso, c'est la première fois qu'un tel exercice de simulation a lieu. African Model United Nations est une simulation des Nations Unies
où on permet à des étudiants de représenter les différents États dans les différents organes des Nations Unies et de défendre les idées de ces États-là. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina et le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs parrainent cette première édition. Nous avons demandé à ce que le gouvernement burkinabé puisse apporter ce soutien pour que la manifestation devienne sous-régionale et que ça puisse se tenir à Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé va donner son accord et apporter son appui. C'est vraiment que ces jeunes arrivent à apprendre comment négocier, comment discuter, comment défendre leurs idées et respecter les idées des autres. African Model United Nations est un projet de l'ambassade des États-Unis au Burkina. Il est mis en œuvre par le cabinet d'études Cotra LLC. Le thème retenu pour les discussions, c'est l'énergie et le changement climatique en Afrique. La grogne se poursuit au syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Le SAMAE a observé vendredi un sitting devant le ministère pour réclamer l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et le respect des textes sur le fonctionnement des services du département. Oscar Soulama, Hervé Kaboré. Au ministère des Affaires étrangères, le syndicat autonome des agents SAMAE s'est fait encore entendre à travers un sitting de 48 heures. Un sitting pour décrier ce qu'il qualifie de mépris vis-à-vis de leurs revendications. Ils dénoncent entre autres le clientélisme et le favoritisme dans leur ministère. Nous ne voulons plus qu'on vienne affecter n'importe qui, aller chercher des gens ailleurs, venir affecter, alors qu'il y a des agents ici. Non, il y a des textes, il y a des principes, nous voulons que ce soit respecté. C'est pour ça que nous voulons la commission pour faire respecter ça. Pour le secrétaire général du ministère, la question est tout autre. Ce ne sont pas des affectations, ce sont des nominations. Et vous savez très bien que les nominations ne sont jamais motivées. On nomme les gens, évidemment, parce qu'ils remplissent un minimum de critères et autant administratifs, professionnels, que déontologiques. Vous savez très bien que la Constitution donne au seul chef de l'État la prérogative de nommer aux hautes fonctions civiles et militaires. C'est une nomination. Une commission n'y fera rien du tout. Selon les premiers responsables, la procédure pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents suit son cours. Le syndicat, lui, entend continuer la lutte jusqu'à la satisfaction de sa plateforme revendicative. Formation à Bobo Dioulasso des directeurs provinciaux des eaux et forêts et des planificateurs des différentes régions, la maîtrise du logiciel ArcGIS et le renforcement des capacités opérationnelles dans la gestion durable des forêts étaient au centre de cette rencontre. Il s'agissait aussi de mesurer la contribution des collectivités territoriales dans la création d'espaces de conservation. Drissa Traoré, Sanoua, Christine Koulibaly. En 2002, les aires classées du Burkina Faso étaient estimées à 3,9 millions d'hectares. Depuis lors, de nouveaux espaces de conservation ont été créés par les collectivités territoriales. Des espaces dont les superficies réelles et les situations géographiques restent à déterminer. D'où ce renforcement de capacité en gestion durable des forêts. C'est un besoin qui est ressenti, exprimé par les différentes régions. C'est ce qui a valu l'organisation de cette formation. Les agents ont des notions qu'ils ont acquises sur les bancs, mais de façon pratique, le recyclage est nécessaire. Cette formation pratique et théorique permettra aux participants d'éditer des cartes simplifiées. Il était question d'aller sur le terrain et à l'aide des GPS, récolter les données et venir avec ces données faire la cartographie à travers le logiciel ArcGIS. Ce sont des outils qui permettent non seulement de pouvoir accompagner donc les collectivités territoriales pour l'identification, pour la matérialisation et la création donc de ces espaces, mais également pour l'élaboration des cartes dans le sens de pouvoir assurer l'aménagement participatif. Donc. Cela permettra également de mesurer la contribution des collectivités territoriales dans la création d'espaces de conservation.
Nous accueillons maintenant Jérôme Tiendrebego. Bonsoir. Bonsoir Godefroy Bazier. C'est pour Dimanche Sport et ce soir vous nous parlez de football et cyclisme. Tout d'abord, football avec la première journée du championnat national de football. Oui, on va voir avec la complicité de la régie le match nul 0-0 entre l'Asfa Yenenga et l'Union sportive des forces armées qui s'est joué ce soir même au stade municipal de Ouagadougou. 0-0, des occasions de but, mais à l'arrivée, pas de but. Ça a commencé vendredi déjà avec un match avancé. On voit le beau travail de Samuel Amoto qui trouve Mustapha Diallo au deuxième poteau, reprise merveilleuse. Et là, c'était Luzi contre le Racing. Contre le Racing Club, champion sortant donc contre le promu Luzi, l'Union sportive du Yatenga. Donc 1-0 pour le champion sortant. Et il faut dire que entre vendredi et dimanche, ça s'est joué sur les différents stades. L'AS Sonabel a défait le Banqui Sport 1-0. Même score pour l'USO face à l'ASFB, la sportive des fonctionnaires de Bourg-du-Lasso. L'AGEP, promu également, s'est incliné 2-3, j'allais dire de façon honorable, devant l'étoile filante de Ouagadougou, donc en déplacement à Bobo. Majestic s'est incliné également en recevant l'USCO de Banfora. COSAF par 1-2. COSAF et BPS ont partagé la poire en deux, un partout, et RCK Santos 0-0. On voit que c'est une sorte de mise en jambe parce que partout c'est le service minimum. C'est le service minimum, mais on espère que d'ici là, on n'est qu'à la première journée, on espère que d'ici là, on verra de belles choses. Voilà, Jérôme, vous nous parlez également de cyclisme. Alors, c'est la 8e édition du Grand Prix cycliste de l'excellence couru ce matin même sur le boulevard Charles de Gaulle, c'est à Ouagadougou. C'était le deuxième essai, on verra avec la régie, c'était le deuxième essai. On est sur la ligne d'arrivée et c'est une arrivée au sprint avec la victoire de Rasmane Ouedraogo. L'édition s'était courue le 23 août dernier, mais ça ne s'était pas terminé. Avec ce jeu de pierre. Voilà, on se rappelle encore. Donc, c'était comme ça. Mais Rasmane Ouedraogo remporte l'épreuve donc ce soir à la vitesse moyenne de 39,024 km/h et un temps mis de 3 heures, 16 minutes, 11 secondes. Et pour terminer l'actualité sportive, si vous permettez, Godefroy Bazier, le ministre des Sports et des Loisirs est candidat à la présidence de la Confédération africaine de volleyball et c'est demain qu'il va faire l'annonce officielle. C'est lors d'une conférence de presse demain donc au Palais des Sports à 10h. Ce sera l'occasion pour le président qui est par ailleurs président de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball. Il va donner les motivations et son programme, ses motivations, ses ambitions. Est-ce que vous connaissez les candidats qui sont déjà en liste par rapport à cette présidence? Et il y a le président sortant, l'Égyptien, donc l'élection c'est demain, et je dis demain, en début décembre, donc du côté d'Alger. Voilà, merci Jérôme Tiendrebego pour toutes ces précisions sportives qui ont meublé notre édition de 20h de ce dimanche 22 novembre. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.